Mesdames, Messieurs, si la masse des papyrus grecs retrouvés en Égypte, où le climat chaud et sec a permis leur conservation, a été exploitée dès le milieu des années 1950, avec les travaux de l'historien et papyrologue canadien Arthur Boak, dans le but de trouver des preuves indirectes de l'impact de la peste antonine ou galénique, qui sévit à partir de 165-166 et vraisemblablement une forme de variole en Égypte et plus globalement dans l'Empire romain, et ainsi tenter d'évaluer sur un plan démographique et socio-économique et politique les dimensions réelles et les conséquences immédiates ou à plus long terme, plus ou moins long terme, de cette crise épidémique, c'est surtout depuis 25 ans, après la contribution de Richard Duncan Jones, The Impact of the Antonine Plague, en 1996, que cette recherche a donné lieu à un débat scientifique nourri qui a eu son siège en particulier dans le Journal of Roman Archaeology. Pour ce faire, les historiens se sont efforcés soit de dégager un sens général cohérent à partir du témoignage de documents isolés, mais les hypothèses qu'on peut en tirer se révèlent souvent fragiles et une seule pièce, a fortiori lacunaire, peut servir à alléguer des positions contradictoires, comme ce fut le cas dans ce papyrus de Syrinx, soit en inversant la perspective, de recourir à des modèles théoriques que, d'une part, on confronte aux données d'autres crises épidémiques mieux documentées, comme la peste noire du milieu du XIVe siècle, et dont, d'autre part, on contrôle la validité grâce aux témoignages fournis par une documentation de première main. Sans entrer dans les détails, les positions des savants ont oscillé d'un extrême à l'autre. Pour les uns, la peste galénique aurait eu un effet relativement peu marqué sur l'Empire. C'est la position de ceux qu'on appelle les minimalistes, James Gilliam dès 1961 et plus récemment de Paul Schubert en 2007. Tandis que pour d'autres, comme Littmann, Duncan Jones et à leur suite Scheidel ou Van Minen, elle aurait eu un effet majeur, sinon catastrophique, ce sont ceux qu'on appelle les maximalistes. D'autres encore, par exemple Roger Bagnall ou Christer Brun, dans des contributions qui prennent parfois un caractère méthodologique, ont adopté une position intermédiaire, sceptique face à ceux qui soutiennent la thèse du catastrophisme, sans pour autant nier qu'une maladie a effectivement touché l'Italie et plusieurs parties de l'Empire sous le règne de Marc Aurèle. Ces chercheurs ont mis en évidence le manque de preuves de sa sévérité. Plus récemment, on a souligné le caractère décisif du facteur environnemental, y compris celui de la pollution. C'est le cas dans les travaux de Benoît Rossignol ou de Kyle Harper. Je signale en particulier le volume du second, qui a déjà été mentionné par Mme Margan, The Fate of Rome, Climate, Disease and the End of the Empire, dont une version française avec une préface de Benoît Rossignol est parue en 2019 sous le titre Comment l'Empire romain s'est effondré. Ces études se fondent sur des documents papyrologiques. Ceux-ci appartiennent à des genres variés, mais relevant souvent du domaine fiscal. Registre de taxes, où l'on peut collecter des informations d'ordre quantitatif et qui semblent témoigner d'un effet ponctuel de la peste sur la vie de certains villages, en particulier dans le delta du Nil et dans le nome arsinoïde. Ça peut être aussi des déclarations de terres inondées, qu'on est parfois tenté de mettre en rapport avec l'apparition de crises épidémiques, même si les liens entre les deux ne sont pas clairement démontrés, et tous les documents relatifs au fonctionnement de l'économie agricole. Parmi les registres, le P-Tmouis 1, qui concerne le nome mindésien dans le delta du Nil, représente à cet égard une pièce exceptionnelle. À la colonne 104 de ce rouleau de papyrus, au sujet des taxes dues par le village dépeuplé de Kerkénoufis pour les années 180-192 de notre ère, il est fait explicitement mention d'une pestilence, to loimikon katastémati, avec l'emploi du mot technique katastéma, qui signifie condition physique ou mentale, état, et qu'on peut rapprocher des katastases, donc les communautés de maladies, employées en particulier dans les épidémies hippocratiques, dont a parlé Mme Marguerite. Donc, il est fait explicitement mention d'une pestilence comme l'une des causes du défaut de paiement de l'impôt par ce village, en plus de diverses attaques qu'ont subies les habitants du village, sans qu'on sache exactement si ces deux facteurs sont indépendants, ou bien s'il existe entre eux un rapport de cause à effet. L'auteur d'un autre registre, Zamelbourg 16-12-816, consigne par écrit la mort d'un tiers des hommes adultes
recensés dans le village de Soknopéonès, donc on est dans le Fayoum, 80 hommes adultes sur 244, en l'espace d'un trimestre à peine, dont 59 au mois de Tibi de la 19e année, c'est-à-dire en janvier 179, et encore 19 au mois suivant de Maker, février. Comme le remarque Paul Schubert, on peut difficilement imaginer autre chose qu'une épidémie pour expliquer une vague de morts si soudaine et si grave. Cependant, contrairement au registre de Tmouis, la pestilence n'est pas mentionnée de manière explicite. Alors je ne m'attarde pas trop sur ces textes qui ont déjà été bien étudiés. À ces témoignages, on peut ajouter les déclarations de décès. Parmi la bonne centaine de déclarations de décès connues et éditées à ce jour, dans laquelle il est demandé à ce que le nom d'une ou de plusieurs personnes, toujours des hommes, soit ôté de la liste des contribuables et inscrit dans le registre officiel des défunts, il a été proposé que pour les certificats qui sont relatifs au décès de deux ou de plusieurs individus, et pour autant que le déclarant ait pris la peine de spécifier la date précise des décès, ce qui n'est pas toujours le cas, et des décès qui doivent en outre être suffisamment rapprochés dans le temps, une pestilence pourrait avoir été la cause de l'issue fatale. Je ne m'attarde pas non plus sur ces déclarations, car j'y reviendrai la semaine prochaine dans le cadre du séminaire spécialisé de papyrologie à l'Université de Liège. Quittant les documents à caractère quantitatif, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur les témoignages épistolaires qui pourraient faire allusion à des cas de crise épidémique. Pourquoi les lettres? En raison de leur caractère social et subjectif, les lettres ont de tout temps constitué un cadre privilégié pour parler de données primordiales de l'existence que sont la santé, la maladie, et l'Égypte ne fait pas exception à cette règle. En principe, cette documentation qui n'émane pas du monde médical, ni même plus généralement d'intellectuels ou de privilégiés, mais constitue un témoignage qui est plutôt rare pour la période antique, de ce qu'on surnomme la majorité silencieuse, à savoir d'hommes, de femmes et d'enfants de conditions sociales souvent intermédiaires. Préparées dans l'urgence de la vie quotidienne et sans prétention littéraire, les lettres n'étaient pas destinées à être lues par d'autres personnes que leurs destinataires. Elles permettent donc de saisir sans filtre, et ça c'est un avantage par rapport aux œuvres littéraires, les expériences de santé et de maladie de leurs auteurs. Or, les chercheurs ont identifié dans certaines de ces lettres des allusions à des épisodes de crise épidémique. Une première liste de 6 témoignages épistolaires avait été préparée par Gerardo Casanova dans un article bien connu, Épidémie et fame nella documentazione greca d'Egitto, paru en 1984 dans Egyptus, mais comme le constatait déjà Elio Locache dans son introduction aux actes du colloque L'impatto della peste antonina, acte publié à Bari en 2012, son travail n'a pas vraiment eu de suite. Pourtant, le nombre de papyrus pour lesquels on a vu ou cru voir des références à des maladies pestilentielles a plus que doublé depuis cette date. En effet, à ce jour et à ma connaissance, on a reconnu des allusions à des pestilences dans 13 lettres grecques, 12 écrites sur papyrus et un ostracon. Datées de la fin du 1er siècle de notre ère au milieu du 7e siècle, elles remontent majoritairement au 3e siècle. Concernant la provenance, 2 d'entre elles ont été retrouvées dans le Nome arsinoïde ou Fayoum, et une plus précisément dans le village de Karanis, 2 autres dans le Nome arsinoïde ou le Nome héracléopoïte, 5 à Oxyrhynque, en Moyenne-Égypte, une dans le Nome lycopoïte et une qui a été très récemment publiée à Domitiane ou Kaine Latomia, l'actuel Balat, dans le désert oriental, tandis que la provenance de 2 lettres n'est pas connue. Mon propos d'aujourd'hui consistera à réexaminer, réévaluer les textes qui avaient été repérés par le professeur Casanova, en intégrant aussi les lettres qui ont été repérées et éditées depuis son travail, en vue de dresser un bilan mis à jour et équilibré sur l'apport de cette documentation épistolaire à la connaissance des pestilences qui ont frappé l'Égypte gréco-romaine et byzantine. Je précise tout de suite, mais sans trop m'y attarder, parce que Mme Morgan en a parlé, que je parle de pestilence ou de maladie pestilentielle plutôt que de peste, pour éviter une confusion avec la vraie peste, qui n'en est qu'un représentant. Et je suis bien conscient aussi, naturellement, de tous les problèmes posés par les notions anachroniques d'infection, de contagion et le concept d'épidémie au sens moderne du terme. Alors, je commencerai dans un premier temps par le réexamen des lettres qui se trouvent dans l'article de M. Casanova, dans son article de 1984. Dans la première lettre, écrite probablement par un scribe de profession,
une mère, Thaïs, s'adresse, semble-t-il, à l'un de ses fils. Initialement daté du IIIe siècle, datation qui avait été adoptée par Gerardo Casanova, cette lettre, malheureusement très fragmentaire, remonte en réalité au début du IIe siècle. Elle appartient aux archives bilingues grec-latin du soldat Claudius Tiberianus. Ce qui nous intéresse ici figure aux lignes 13-14. Après une lacune qui ne nous permet pas de bien identifier le contexte, il semblerait que l'expéditrice cherche à obtenir des nouvelles, peut-être d'un certain Némésos, dont on déchiffre le nom au génitif, parce que, ajoute-t-elle, il y a eu une mégalétnésis, une grande mortalité à Alexandrie. Sans qu'on sache quand cette grande mortalité a précisément eu lieu, ni quelles en sont les causes, cette allusion de l'expéditrice a néanmoins influencé les premiers éditeurs qui y voyaient une référence à un épisode pestilentiel. Ça les a influencés dans leur datation du papyrus au IIIe siècle plutôt qu'au début du siècle précédent. C'est peut-être encore de ce même Némésos dont il est question dans les lignes ajoutées dans la marge de gauche, ce qu'on appelle les versiculi transversi, avant les salutations, et où il semble que Thaïs demande qu'on lui donne des nouvelles d'un homme à propos duquel elle s'inquiète. L'unique autre attestation du mot Tnésis dans la documentation papyrologique figure dans une lettre privée aujourd'hui conservée à Vienne. C'est la deuxième lettre de notre dossier et celle qui a servi d'illustration à la fiche de la conférence d'aujourd'hui. L'Icarion écrit à son père Sontuonsi pour se plaindre de son absence et l'informe qu'il y a eu une poletnesis, une grande mortalité dans son village cette année et que la plupart des habitants s'en sont allés. Le contexte est assez clair. Suite à la multiplication des décès, et sans doute aussi à cause de cela, le village a progressivement été abandonné, ce qu'on appelle abandonné par ses habitants, qui cherchaient aussi en extraire de leurs charges fiscales. Une fois encore, la datation du papyrus est très incertaine. Il était initialement daté du 1er siècle de notre ère, ce qui avait conduit dans un premier temps M. Casanova à mettre ce document en relation avec des cas de pestilence aux époques néroniennes et flaviennes, à Rome et en Italie, mais aussi en Palestine, à Jérusalem, durant la guerre judaïque. Cependant, l'identification de l'expéditeur de notre lettre à celui d'une autre lettre conservée à Berlin, dont le sujet est analogue, il s'agit d'une plainte sur l'absence du père, et l'emploi dans cette dernière de l'épithète honorifique lamprotatos pour qualifier un préfet impose de repousser la datation du papyrus au IIe, voire au IIIe siècle. Dès lors, dans un article ultérieur, Gerardo Casanova proposait d'y voir plutôt un témoignage de la peste antonine, voire de celle de Cyprien, pestilence qui a touché l'Empire de 251 à 268 et qui fait l'objet des travaux récents de Kyle Harper. Il confortait, M. Casanova confortait son hypothèse par l'emploi, à la même époque, pensait-il, puisque lorsqu'il a réécrit son article en 1988, le papyrus du Michigan était toujours daté du IIIe siècle. À la même époque, pensait-il que l'attestation du mot Tnésis dans le papyrus du Michigan que nous venons de voir à l'instant. On mesure ainsi assez aisément tout le caractère hypothétique de l'identification de maladies pestilentielles dans des lettres qui se font sur des datations. Dans la mesure où la provenance du papyrus berlinois est le nom marcinoïte, peut-être même socnopéonaise, on peut aussi préciser la provenance du papyrus viennois, le SPP 2233, qui était jusqu'alors considéré comme inconnu. Dans ces deux témoignages, si tant est qu'on ait affaire à une pestilence, l'expression qui y fait allusion ne définit pas la maladie, mais elle en exprime les conséquences. Mortalité, tnésis, qui dans un cas est mégalée et dans l'autre pollée. Comme je l'ai dit, ces deux papyrus contiennent les deux seules occurrences du mot tnésis dans les papyrus, et le mot n'est guère fréquent non plus dans la littérature grecque, où il apparaît surtout à l'époque tardive, pour désigner, où il ne désigne pas plus que dans les papyrus une pestilence, on utiliserait plutôt l'oïmos ou nosos, mais tout au plus ses conséquences. Le mot fait référence à une mortalité dont les causes peuvent être variées, pas seulement médicales. Dans le contexte du papyrus de Michigan, du début du IIe siècle, l'expression mégaletnésis pourrait, par exemple, selon moi, s'expliquer aussi dans le cadre des troubles qui ont touché Alexandrie. Il y a eu des révoltes juives
particulièrement virulente à Alexandrie et dans le nord tout le nord de l'Afrique au début du IIe siècle. Le troisième papyrus est une lettre d'Oxyrhynque datée du IIIe siècle. Ce document présente un intérêt particulier parce qu'on y trouve cette fois le mot loïmos et pour les renseignements qu'il fournit sur l'enrôlement dans l'armée romaine. Pausanias, qui habite vraisemblablement en Haute-Égypte, écrit à son frère pour lui expliquer que le petit Pausanias, peut-être son fils, a préféré quitter une légion de l'infanterie, probablement à Nicopolis, à côté d'Alexandrie, sans doute avait-il le mal du pays, pour rejoindre un escadron de cavalerie en Haute-Égypte à Coptos. L'expéditeur, son protecteur, était allé à Alexandrie pour arranger ce changement d'affectation, souhaité aussi par la mère et la sœur du petit Pausanias. Au passage, je m'interromps parce qu'il y a une interférence. Il faudrait peut-être demander à M. Casanova de couper son micro. Parce que j'entends une interférence très forte. Ah, merci. Donc je reprends. Donc c'est une lettre écrite de Pausanias qui habite vraisemblablement en Haute-Égypte et qui écrit à son frère pour lui expliquer que le petit Pausanias, donc sans doute son fils, avait préféré quitter une légion de l'infanterie, probablement à Nicopolis, à côté d'Alexandrie, pour rejoindre un escadron de cavalerie en Haute-Égypte à Coptos. L'expéditeur, son protecteur, était allé à Alexandrie pour arranger ce changement d'affectation souhaité aussi par la mère et la sœur du petit Pausanias. Au passage, l'expéditeur aurait voulu s'arrêter à Oxyrhynque. Le temps de permission ne le permettant pas, il écrit néanmoins cette lettre avec, à la fin, une allusion à la présence d'une pestilence dans les environs de la cité du Poisson au museau pointu. Je vous lis le passage. Si les dieux le veulent, je vais essayer d'être auprès de vous pour la fête d'Amécitia. Donc, c'est une fête qui célébrait la naissance d'Isis et qu'on célébrait vers le 20 juillet. Occupe-toi activement du document de l'hypothèque. Veille à ce qu'il soit rédigé comme le veut l'usage. Donne-moi, frère, des nouvelles de ta santé, Sotéria, car j'ai entendu dire à Antinopolis qu'il y a eu la peste, une pestilence chez vous. La papyrologue française Danielle Bonneau met ce document et aussi un autre papyrus sur lequel je vais revenir, le P. Merton 1,26, en relation avec la mauvaise inondation de l'année 273 après Jésus-Christ. Il est difficile de le prouver pour notre lettre, qui n'est pas datée précisément. En 1979, Giuseppe Tibiletti pensait pour sa part à un témoignage de la peste de Cyprien, ce qui l'amène à dater le document du milieu du siècle. Là encore, rien, à mon sens, ne conforte cette hypothèse. Je passe au quatrième document. Malgré la perte des salutations initiales et finales, on sait par l'adresse que la lettre contenue dans le papyrus de Strasbourg 1,73, provenance inconnue, datation aussi très vague, 3e siècle, était destinée au père de l'expéditeur, ou du moins à un homme que celui-ci appelle pater. On sait que dans les papyrus, les noms de liens de parenté sont beaucoup plus lâches que l'usage actuel. Et pater donc, ne désigne pas nécessairement le père biologique, de même que la sœur ne désigne pas nécessairement la sœur, mais parfois l'épouse ou d'autres choses. Alors, dans la première partie de la lettre, qui occupe les 8 premières lignes, il est surtout question d'envoi et d'achat de produits alimentaires. L'expéditeur demande ensuite des nouvelles de personnes proches du destinataire. Dans la deuxième partie de la lettre, à partir de la ligne 8, l'expéditeur donne des nouvelles de lui-même et de ses proches depuis la dernière fois qu'il avait vu son correspondant. En effet, depuis son départ, dit-il, ils ont été atteints par une grave maladie, nosu megalae, il faut lire nosso,
Outre l'expéditeur, les personnes concernées par cette maladie, qui n'est pas mieux précisée, sont une femme dont le nom est perdu, ses enfants, ainsi qu'un petit mimose, probablement une esclave. Ce dernier est mort de cette maladie. Quant à l'expéditeur, il n'est pas tiré d'affaire. En effet, après cette maladie, il a été affecté par un érysipèle au pied dont il n'est pas encore tout à fait guéri. Alors pour les anciens, l'érysipèle, c'est littéralement une maladie qui fait rougir la peau, se rapporte à un groupe de dermatoses où, et là je cite l'historien de la médecine Mirko Görnek, manifestement dominait ce bourrelet rouge, chaud et douloureux, qu'on tient aujourd'hui pour une dermite streptogotite. Mais il peut aussi désigner, le mot peut aussi désigner la gangrène gazeuse. Pour pouvoir payer les honoraires du médecin, dont on apprend qu'il s'appelle Hémoïtos, l'expéditeur de la lettre a dû contracter un emprunt de 20 drachmes, indication intéressante, mais qui est difficile à employer, à utiliser, dans la mesure où les témoignages sur la rémunération du médecin sont rares dans les papyrus et les sommes spécifiées souvent isolées de tout contexte. En raison de cette dette, l'expéditeur prie le destinataire de lui envoyer de quoi subsister, notamment de l'orge qu'il aura récolté. La suite de la lettre est perdue. Le cinquième témoignage, PSI 4299, est une lettre provenant d'Oxyrhynque et datée de la fin du IIIe siècle de notre ère. Elle est écrite par une main fluide et exercée. Le scripteur, Titianos, un homme cultivé appartenant à la sphère élevée de la société et vraisemblablement à un milieu chrétien, décrit ses problèmes de santé à sa sœur, à savoir son épouse. Dans cette lettre, où la très intéressante phraséologie employée pour décrire ses problèmes de santé confirme la bonne éducation de son scripteur, on apprend que Titianos est tombé gravement malade et pipelu, dit-il, au point de ne plus pouvoir se remuer, et qu'à peine sa maladie s'était-elle apaisée, Kufidzein, qu'un autre mal, un problème oculaire, a attaqué. L'homme a eu le trachome. Trachome désignant une infection contagieuse caractérisée par la présence de granulation sur la conjonctive palpébrale et des lésions de la cornée. C'est une cause fréquente de cécité. Le mot, dont c'est la seule attestation papyrologique à ce jour, est utilisé ici au pluriel, pluriel qui renvoie précisément à ces granulations. Si l'on suit la proposition d'Isabella Andorni de lire Epeteto, alors c'est à la ligne 3 du diaporama, au lieu de Eputoto, du verbe puto suppuré, on observe dans la phraséologie une opposition entre le verbe kufidzein à la ligne précédente, la ekufiste, marquant le soulagement, et epititenai, quelques mots plus loin, dont la valeur est agressive. Titianos a terriblement souffert aux yeux, mais aussi à d'autres parties du corps, si bien qu'il a failli être opéré. Il n'est pas le seul souffrant, en réalité toute la maisonnée est malade, ce qui pourrait suggérer que c'est la famille au complet qui était atteinte du trachome. Le dernier témoignage évoqué par Gerardo Casanova dans son article est le Pélon 3 982, remontant à la fin du IVe siècle et provenant du nome Lycopolite. C'est une lettre de Apollone, une nouvelle recrue, en grec néolectes, à son patronus. Dans cette lettre, intéressant pour la question du recrutement dans l'Empire romain tardif, l'expéditeur qui a reçu avec un collègue au moment de son recrutement un solidus qu'ils ont partagé, évoque le fait qu'il a dépensé sa part, soit un demi-solidus, en grec un holokoptinos. Il l'a dépensé où? Chez le médecin, afin de pouvoir se soigner car il est malade. Aux lignes précédentes, l'expéditeur écrit aussi que depuis le jour où nous sommes sortis de l'examen des recrues par Annianus jusqu'à maintenant, nous avons été ravagés, te limo, expression que Roger Raymondon proposait de comprendre comme une forme erronée de te loimo, donc avec une idiotacisme, une pestilence, nous avons été ravagés par la pestilence, et donc il considérait donc ce papyrus comme le témoignage d'une maladie pestilentielle. Il paraît toutefois préférable de conserver le substantif limo tel quel, à savoir comme le datif de limos, fin, famille. Les arguments ne manquent pas en faveur de ces hypothèses, je n'insiste pas pour gagner du temps, mais on peut éliminer ce témoignage de la liste des occurrences de l'Oïmost dans les papyrus. J'en viens maintenant aux nouveaux témoignages qui ont été mis en relation avec les maladies pestilentielles depuis le travail de Casanova. Le document le plus ancien, daté de la fin du 1er siècle de notre ère, est une lettre assez intrigante, écrite par une
main ferme et régulière sur un ostracone et qui a été découverte en 2003 lors des fouilles d'Umbalat dans le désert oriental. Elle a fait l'objet d'une édition récente, parue en 2019 par Adam Bullock-Jacobsen et Hélène Cuvini. Dans cette lettre, Apollonios, l'expéditeur, qui est sans doute aussi le scripteur et qui appartient vraisemblablement au niveau supérieur de la hiérarchie locale, répond à une lettre de Léone dans laquelle il est question d'une femme que ces deux hommes connaissent et qu'ils surnomment Truotiltes, la cueilleuse de joncs. On a sans doute ici affaire à un surnom à connotation sexuelle sans que les éditeurs sachent à quoi ça pourrait correspondre. Alors, si tel est le cas, selon moi, je considérais le mot jonc comme une évocation du pénis en érection, métaphore qu'on retrouve aussi dans d'autres langues, en français, par exemple, à partir du XXe siècle. Quoi qu'il en soit, cette femme, dont le nom n'est pas donné, a enflé, écrit Apollonios, elle présente des meurtrissures, et au moment où il rédige sa lettre, il apprend qu'Apollon l'a frappée avec une référence littéraire plutôt surprenante dans ce genre de document, et qu'elle a enflé dans le Thérésium, où elle attend de mourir. Elle n'en a plus guère pour longtemps à vivre, et là, le passage qui nous intéresse se termine par une phrase, eh bien, laisse-la partir en échange de celle que je veux, phrase qui doit se comprendre sans doute comme suit, la perte de cette malade qui est sur le point de mourir permettra à Apollonios d'obtenir une autre femme qu'il désire. La référence à Apollon a conduit les éditeurs à envisager que la malheureuse était manifestement atteinte by a plague. À quoi correspond alors le Thérésium où se trouve la malade? Ce mot, qu'il faut vraisemblablement comprendre pour Thérésieion, doit sans doute être identifié au nom d'un sanctuaire. Les éditeurs évoquent en particulier comme parallèle le plus proche le sanctuaire Tharésieion, attesté dans un papyrus d'Oslo daté de la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère. Dans ce papyrus d'Oslo, le Zammelbourg 16 12 551, il est question aussi d'une femme qui entre dans un Tharésieion pour une raison inconnue. L'édition la plus récente de ce papyrus, qui est en réalité une réédition, est due à Willy Clarisse et Jan Quaikeber. Dans un appendice à l'édition, Quaikeber revient longuement sur le mot Tharésieion, qui est un apax legominum, et propose une tentative d'interprétation. Sans entrer dans les détails, il suggère d'identifier le Tharésieion comme un synonyme du sanctuaire Erésieion. Il s'agirait d'un temple consacré à Horus. Sans doute notre malheureuse cueilleuse de joncs a-t-elle trouvé refuge dans ce sanctuaire, comme dans une sorte d'asile, afin de ne pas être chassée dans le désert pour y finir ses jours. On peut aller un peu plus loin encore que les deux éditeurs de cet ostracone en rappelant qu'Horus était précisément identifié par les Grecs à Apollon, dont il est question, et que comme ce dernier, Horus avait un pouvoir guérisseur. Cette divinité était d'ailleurs en particulier associée à des maladies telles que la lèpre, à savoir l'éléphantiasis des anciens. L'éléphantiasis des anciens. Le texte ne nous dit pas si notre malade est la seule victime ou s'il y en a d'autres, tels qu'ils se présentent. On ne peut pas établir de diagnostic rétrospectif sûr. L'hypothèse d'une pestilence, si elle n'est pas à exclure, n'est donc une solution, me semble-t-il, parmi d'autres. Les gonflements et les meurtrissures, de même que l'isolement dans une institution, pourraient tout aussi bien faire penser à la lèpre, justement, qui est assez peu contagieuse, même si on ne trouve pas véritablement de prise en charge de ce type de maladie avant le Bas Empire. Néanmoins, dès l'époque romaine, les lépreux on a reconnu aux lépreux un régime juridique particulier. Et il y a eu, sur toutes ces questions des attestations de lèpre à l'Égypte et surtout à la période du Bas Empire, je renvoie à les périodes tardives, je renvoie à un article de Jean Gascou dans les mélanges Sodini, paru en 2005. Néanmoins, la maladie à l'époque de Nostracone, donc la lèpre à l'époque de Nostracone est déjà clairement attestée. Elle était déjà à l'époque ptolémaïque. Elle est plus répandue encore à l'époque romaine et d'ailleurs Galien en parle en relation avec l'Égypte. Le document suivant, le Péoxy 3816, est une lettre privée grecque chrétienne d'Oxyrhynque datée de la fin du IIIe ou du début du IVe siècle. Ptoléminos, l'un des deux expéditeurs, informe le destinataire, Syntonis, qu'un certain Aculeus
est gravement malade. Il précise aussi qu'il a subi des réductions à de nombreuses reprises au pied. Donc, échiristè pour échiristè, postakis, eistus podas, le mot pouce pouvant non seulement désigner le pied, mais aussi la jambe et le pied. Ces interventions n'ont cependant pas eu l'effet escompté, puisque le malheureux est non seulement toujours malade, mais il est encore plus malade qu'auparavant, si bien que Ptoléminos n'a pas pu lui parler. Ce dernier précise ensuite que lui-même est tombé gravement malade, au point de craindre pour sa vie, mais que, grâce à Dieu, il s'est rétabli. Selon John Ree, l'éditeur du papyrus, le fait que Ptoléminos ait été malade et en danger de mort, et qu'Achilleuse soit malade depuis longtemps, qu'il ait été soigné à de nombreuses reprises sans succès, que son état ait même empiré, et aussi, surtout, qu'il soit atteint aux jambes, pourrait être le reflet d'une maladie de type infectieux qui sévissait localement au début du IVe siècle. L'éditeur fait en particulier référence à un épisode pestilentiel rapporté par Eusèbe de Césarée dans les histoires ecclésiastiques 9-16, épisode qui a eu lieu dans les dernières années du règne de Dioclétien, peu avant la mort de Maximinus Daia. Quoique ce scénario n'ait rien d'invraisemblable, la présence de deux individus malades, même dans un état grave, et l'expéditeur a néanmoins guéri. Dans une lettre, ne me paraît pas être une raison suffisante pour en inférer une maladie pestilentielle. En outre, le seul sens médical attesté à ce jour du verbe keiritzein est à ma connaissance celui de réduire ou opérer. De ce fait, l'affection d'Achilleuse fait plutôt penser à des fractures. Le papyrus suivant a lui aussi été retrouvé à Oxyrhynque. Il est daté sans doute du IIIe ou du IVe siècle, sans qu'on puisse, là aussi, encore une fois, être plus précis. C'est un fragment de papyrus assez intéressant car il contient les restes d'une lettre privée écrite, ce qui n'est pas courant, sur deux colonnes. Dans la seconde colonne, il est fait référence à des personnes qui meurent de la maladie apétanonto catastémati, qu'il faut lire catastémati. La maladie ici est définie par le mot technique catastéma, qui rappelle l'expression ptolémico-catastématique employée pour désigner une maladie pestilentielle dans le papyrus de Moïse dont j'ai parlé au début de mon intervention. Sauf qu'ici, le mot est employé seul. La lettre continue. Si quelqu'un parmi nous dans le village tombe malade, poursuit l'expéditeur, il ne se relève pas, sous-entendu, de leur lit de malade. L'expéditeur semble faire référence à une maladie répandue et contagieuse. L'impossibilité de dater plus précisément le papyrus empêche John Ree, donc l'éditeur, de relier ce document à un épisode pestilentiel connu, si tant est qu'on ait affaire à une telle maladie, ajouterai-je. Mais il est exclu, en tout cas, que ce soit un témoignage de la peste galénique. En revanche, dans son ouvrage récent La maladie antique, paru à Paris en 2016, Viviane Newton associe sans hésiter notre lettre au témoignage littéraire relatif à la peste de Cyprien, donc entre 251 et 268, mais sans en expliciter les raisons. On a également rapproché de la peste portant le nom de l'évêque de Carthage, le papyrus Ros-Georg 3.2. Il s'agit d'une lettre de condoléances qui est intéressante à plus d'un titre, déjà rien que du point de vue de l'écriture, qui est élégante, qui est similaire au texte littéraire de style sévère, du style aussi du papyrus, du lexique, de l'emploi de la ponctuation. Il s'agit d'une lettre de condoléances dans laquelle Sérénos, un médecin qui vit dans un village non identifié, en compagnie de son frère Marcos, qui est aussi médecin, écrit à sa mère Antonia pour la consoler du décès d'un membre de la famille, sans doute son mari qui était aussi médecin. Il explique aussi que ni lui ni Marcos n'ont été en mesure de la consoler là où elle se trouve et il l'encourage à venir les rejoindre, elle et sa fille, dans le village où se trouvent Sérénos et Marcos. Cette lettre est à mettre en rapport avec une autre lettre, le P. Ros-Georg 3.1, qui a sans doute été écrite un peu auparavant, car cette fois, elle n'est pas adressée à la seule mère Antonia, mais aux deux parents, Antonia et le père Sarapion Cassianus, ou Sarapion tout court. Il y a une hésitation sur l'identification du destinataire. Là, cette fois-ci, l'expéditeur, qui se trouve à Alexandrie, explique les raisons pour lesquelles il ne peut rentrer à la maison. Il y avait apparemment à Alexandrie une série de combats. Et les chercheurs, il y avait une sorte de révolte de combats. Les chercheurs qui ont commenté abondamment ces deux lettres ont cherché à identifier à quel épisode historique précis faisait référence Marcos, et donc à préciser la datation de ces lettres.
Alors, sans entrer dans les détails, il a été avancé que la lettre renvoyait à des événements historico-militaires dans les années 268-270, notamment grâce à un parallèle, une lettre de Denis d'Alexandrie citée par Eusèbe, euh, qui parle précisément d'affrontements à Alexandrie dans la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère. Alors, il a été tenté, notamment par Juan Chapa, qui a réédité il y a une vingtaine d'années les lettres de condoléances sur papyrus, de situer la lettre dans le contexte de ces révoltes dont parle aussi Eusèbe, et révoltes qui s'accompagnaient, Eusèbe en parle, d'une épidémie, probablement la peste de Cyprien. Mais c'est une suggestion très hypothétique. Ce qui pourrait aller dans ce sens, d'après Juan Chapa, c'est la présence des mots kai, gar, kai, emeis, tuto, diocomen dans la lettre que vous avez à l'écran. Donc, et nous aussi, nous en prenons chemin, c'est-à-dire vers la mort. Mais je pense plutôt qu'il s'agit simplement de mots de consolation plutôt que d'une référence au danger d'être infecté par la même maladie que celle qui a tué l'époux d'Antonia. Dans cette liste de témoignages épistolaires, on pourrait ici inclure un autre papyrus, le PSI 3211 d'Oxyrhynque et du 5e siècle. Dans ce fragment de lettre adressée à son père Phanias, l'expéditeur dont le nom est perdu écrit « Il y a des mots pires », et puis c'est un peu fragmentaire, ils sont atteints de la maladie, topathie pour pateuil, donc c'est ainsi que Sarmatès, celui de l'école, est tombé malade et il est mort en 7 jours de cette maladie. Je choisis ici, la maladie n'est pas mieux précisée. Je choisis ici de conserver le texte du papyrus tel quel, plutôt que de corriger à la ligne 4 scoles en coles, et donc il va falloir sous-entendre upo, donc comme cela a été fait dans l'édition et comme ça a été repris encore très récemment, il y a une dizaine d'années, par Isabelle Andorlini, qui voyait plutôt alors là une attestation de hypocolèse, donc il était mort d'une maladie de la colère, donc d'une maladie bilieuse. Je pense plutôt que ton sarmaten, ton tes colès doit être conservé ainsi, donc sarmates, celui de l'école. On ne peut malheureusement rien dire de plus, eu égard à l'état fragmentaire du papyrus, sur la maladie qui a été fatale à Sarmatès et qui a apparemment touché aussi d'autres personnes. Il me reste à examiner deux autres témoignages épistolaires datant de la conquête arabe, et donc au milieu du 7e siècle, édités dans le volume 25 du Corpus Papyrorum Rhaenéri. Tous deux proviennent du nome arsinoïte ou héracléopolite et remontent au milieu du 7e siècle. Donc, je passe brièvement sur le premier, le CPR 2534, une pièce exceptionnelle par sa taille, puisque selon l'éditeur, Amphilochios Papathomas, le coupon aurait été taillé dans un rouleau de 42 cm de hauteur, alors que la hauteur usuelle des rouleaux à cette époque est de 30 cm. Ce qui est aussi remarquable dans cette pièce, c'est le contraste entre l'écriture, vous pouvez le constater, qui est très aisée, et le caractère extrêmement déficient de l'orthographe et de la syntaxe. Cette lettre est adressée à un certain Sergios et elle concerne des problèmes dans un domaine agricole. À la fin de la ligne 5, dans un passage malheureusement très très fragmentaire, la lettre prend une tournure dramatique. On y lit que le scripteur prie Dieu d'aider les villageois à survivre, précisant qu'il y a une méga phobos, une grande peur, sur le domaine en raison d'une menace de famine et de mort, en raison d'une menace de famine et de mort que Papa Thomas met peut-être en relation avec un épisode pestilentiel, même si il reconnaît qu'il n'est pas possible d'identifier à quel épisode pestilentiel précis correspond cette allusion. Il y a eu de nombreuses épidémies qui ont touché la Méditerranée orientale, dont l'Égypte au 7e siècle de notre ère. Enfin, le dernier témoin, le CPR 2529, est une lettre privée qui appartient aux archives d'un certain Sénoutios, Anustes, un titre byzantin qui désigne le percepteur d'impôts. L'expéditeur, dont le nom est perdu, informe son frère de diverses affaires agricoles, dont la mort inopinée de plusieurs âmes. En effet, le lendemain du décès, sans aucun signe de faiblesse, Choris Asténéas, en grec, de l'âme noire d'Isaac,
C'est l'âne blanc d'Athanasios qui succombe. Voilà maintenant que l'âne provenant de Moukos, un village du nom marcinoïde et Héracléopolite, trépasse ou tombe malade en même temps que deux autres bêtes. Donc on a toute une série de morts d'ânes. Selon l'éditeur, il est possible que Foy-Bamon soit déjà au courant, par une lettre précédente, du décès des deux premiers animaux. Donc non, pardon, Foy-Bamon, c'est le destinataire de la. Il est possible que le destinataire de la lettre soit déjà au courant par une lettre précédente du décès des deux premiers animaux. Peut-être est-ce notre expéditeur qui l'en avait informé. Cette deuxième lettre aurait alors pour fonction de l'informer de nouveaux cas de décès et éventuellement de demander secours. Cette série de décès inexpliqués, sans que les ânes présentent de signes avant-coureurs de maladie, a conduit l'éditeur à exclure qu'un acte criminel ou un accident qui laisserait des signes visibles en soit la cause. Mais pourquoi ne pas penser à un empoisonnement, après tout? Selon Papa Thomas, il pourrait s'agir d'une épidémie asinienne qui sévirait dans la région de manière probablement limitée, puisqu'à ce jour, aucun autre document n'en fait mention. Elle ne peut en tout cas être identifiée, comme pour le document précédent, à aucune des épisodes aussi connus pour l'Égypte à l'époque. L'imprécision du texte interdit tout diagnostic rétrospectif. Avant de passer aux conclusions, d'autres papyrus, j'examinerai très brièvement d'autres papyrus qui appartiennent à des genres documentaires différents de ceux examinés juste ici et qui ont aussi été exploités dans les études sur les épidémies. Je voudrais m'y arrêter vraiment brièvement. Hormis deux documents papyrologiques où le mot loïmos est employé dans un sens figuré, d'une part, une copie officielle d'un édit de Constantin cité également par Eusèbe, et d'autre part, un rapport pétition provenant des archives de Dioscore d'Aphrodite, je signale deux pétitions, et une pétition et une copie d'extrait de compte-rendu d'audience. La pétition est composée de deux fragments. C'est une pétition d'un certain Stotoétis, fils de Stotoétis, prêtre du village de Socnopéonèse, pétition suite au cambriolage, mais c'est pas sûr, de sa maison qu'il avait quittée quelques jours après la mort de ses deux filles et de leurs maris respectifs, de sa femme ainsi que de nombreux autres, à Lone Playstone. La cause de ces décès n'est pas précisée, mais l'indication à la ligne 4 qu'après les décès à cette heure dans ma maison, donc proston paronta kairon tete santon, fait penser qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais que d'autres décès pourraient encore survenir. C'est pourquoi les éditeurs du document, d'abord Herwig Mehler, puis William Brashear, ont avancé l'hypothèse d'une épidémie mortelle. Brashear s'est même demandé si le pétitionnaire n'a pas quitté la maison pour échapper à la maladie ou pour récupérer du choc causé par ses décès, voire les deux raisons. Comme pour maints autres documents examinés aujourd'hui, sa datation est problématique. Initialement située au début du IIe siècle, et c'est la date que j'ai conservée, la rédaction de la pétition pourrait en réalité monter peut-être à la seconde moitié du même siècle. Le dernier document que j'ai invoqué est le Pemerton A26, provenant d'Oxyrhynque et remontant au 8 février 274. Il contient une copie d'un extrait de compte-rendu d'audience d'un exégétes. Un père et une mère sont morts d'une maladie qui entraîne des frissons. Apotinos freicodus, pour fricodus, nosu le tecoto. Et leur fils, Aurelius Pecusis, devient dès lors orphelin, ce qui fait que sa tante, Aurelia Didymé, doit lui chercher un tuteur. Cette maladie qui entraîne des frissons pourrait-elle être une maladie de type pestilentiel? C'est ce que pense Daniel Bono, qui fait le lien avec la crue du Nil de l'année précédente, 274, donc année 273, crue qui paraît avoir été mauvaise. Et d'autres papyrologues ont, à sa suite, suivi cette proposition. Ce document pourrait donc être un témoignage supplémentaire de la peste de Cyprien. Il n'est cependant pas à exclure que la mention de maladie qui entraîne des frissons ne soit en réalité qu'un simple appel à la pitié. Quelques réflexions en guise de conclusion maintenant. Dans son article maintes fois cité, Gerardo Casanova avait attiré l'attention sur la difficulté d'aboutir à des conclusions générales à partir de l'examen des papyrus eu égard à la diversité de leur provenance. Il en concluait néanmoins que presque tous les siècles avaient été touchés par des pestilences.
Après l'examen de chacune des 13 lettres que nous avons vues ensemble, où les éditeurs ont souvent ont proposé de voir des allusions à des crises épidémiques, et mis à part le cas de maladies contagieuses comme le trachome, mais doit-on parler d'épidémie dans ce contexte, il n'y en a pas une seule qui fasse référence avec certitude aux conséquences d'un épisode ou d'une crise pestilentielle. Cette conclusion ne concerne pas seulement les lettres, d'ailleurs, elle pourrait s'étendre à la quasi-totalité de la documentation papyrologique. Quand bien même un document ferait effectivement référence à de telles conséquences, il ne fait pas, et j'insiste sur ce point, il ne fait pas de doute que je ne nie pas du tout que des épidémies ont touché l'Égypte romaine et byzantine, et sans doute des lettres que nous avons examinées aujourd'hui ont été effectivement écrites lors de telles crises. Le caractère elliptique et vague de la documentation ne permet pas d'établir un diagnostic rétrospectif. Il faut donc être conscient des incertitudes qui demeurent. Il faut aussi se méfier des causes uniques. Les éditeurs souvent pensent à des crises épidémiques sans euh, il faut pouvoir d'autres facteurs pourraient aussi entrer en ligne de compte, pas seulement une cause unique. La diversité de provenance de la documentation, qui est numériquement très faible, ainsi que le caractère trop isolé des textes pour pouvoir être situés dans un épisode historique précis, est problématique. Pour que cette documentation puisse être significative, il aurait fallu qu'elle soit quantitativement plus importante, ce qui consentirait une mise en série. En outre, elle ne peut pas être traitée isolément, mais doit être considérée comme le tessel d'une mosaïque où interviennent aussi les autres sources littéraires, épigraphiques, archéologiques. Et même si la documentation papyrologique était plus abondante, il n'est pas certain qu'elle puisse être tout à fait exploitable pour la question qui nous occupe, en raison des difficultés qui sont inhérentes au type de documentation dont on dispose. Il s'agit de lettres privées, pas de rapports sanitaires ou de registres de décès. Un autre écueil est celui de vouloir rattacher à tout prix un document à un épisode pestilentiel précis plutôt qu'à un autre. Il faut garder à l'esprit que les épidémies étaient une présence constante dans le monde romain avec des variations locales. Ça devait être le cas en particulier en Égypte, qui était considérée comme un nid de maladies contagieuses et l'une des routes à travers lesquelles elles entraient en Méditerranée. Ce genre de maladie devait en outre être familier à une population qui est parfois affaiblie par une alimentation qui n'est pas toujours variée et qui leur est parfois même toxique. Et je pense en particulier dans les régions les plus reculées, dans le désert, où l'alimentation doit être exportée. Dès lors, afin d'identifier les allusions à des épidémies, les éditeurs se sont fondés sur des mots comme loïmos, mais qui n'est attesté que dans une seule lettre, katastema une seule fois aussi, et nosos, qui est très générique. Ou alors, ils sont passés par des preuves indirectes, le caractère impressionnant d'une maladie ou d'une mortalité, le fait qu'une maladie touche deux ou plusieurs personnes d'une même maisonnée ou d'un village, une crise de mortalité, parfois accentuée par des qualificatifs tels que mégalée ou polée, la mention toujours rare et imprécise de symptômes qui ne sont pas vraiment décrits, et c'est normal, dans la mesure où les correspondants n'appartiennent pas à un milieu médical, ils n'échangent que peu de détails sur la nature de la maladie qui les frappe. Le contexte aussi, en référence avec l'armée ou avec une grande ville ou un port comme Alexandrie, voire l'allusion dans l'ostracone du désert oriental à un épisode mythologique. Mais le plus souvent, le critère qui est utilisé pour identifier les attestations de maladie, c'est la datation, qui se fonde, elle, sur des critères paléographiques, mais on a vu combien ce critère est fragile. Puis, nombre d'éditeurs, même parmi les meilleurs, ont tendance à dater un papyrus à partir de l'illusion d'une épidémie qu'ils ont conjecturée. On est là dans un cercle vicieux. Dans un compte-rendu paru en 2009 de l'ouvrage de Little, Plague and the End of Antiquity, The Pandemic of 541-150, Annelies Hansen observait, à propos de la peste galénique, que sur près de 60 000 papyrus édités, dont 6% d'entre eux contiennent suffisamment d'informations pour permettre de les dater des années 165 à 200 de notre ère, un seul, le Peit Mouis, mentionne avec certitude une conséquence de la peste galénique. En ce qui concerne la tranche 540-580, qui concerne un peu plus de 1% de la documentation papyrologique, dont plus de 600 papyrus appartenant aux notaires et poètes Dioscore d'Aphroditée, on ne dispose pas d'une seule attestation assurée de maladie épidémique ou pandémique, ce qui contraste, comme le souligne la papyrologue américaine, avec les récits que fait de la peste de Justinien Jean Desfebvre.
L'observation d'Annelies Hanson n'a pas échappé au spécialiste des épidémies, Christopher Brun, qui s'est demandé si cela était une indication de la faible sévérité de la maladie ou bien une preuve de l'inutilité de chercher des preuves d'une épidémie, même sévère, dans la documentation papyrologique. En réalité, il faudrait parler d'improductivité plutôt que d'inutilité. Comme j'espère l'avoir démontré par cette mise en série qui avait aussi une valeur méthodologique, dans l'état actuel de la documentation papyrologique, il est improductif de chercher des preuves de manifestation, des preuves assurées de manifestation ou de conséquences de maladies infectieuses. Aucun critère ne permet de poser un diagnostic rétrospectif qui va dans le sens de maladies infectieuses. On observe donc des limites sur ce que les papyrus peuvent nous donner en matière de données quantitatives sur l'impact et les conséquences d'une maladie pestilentielle. Quant à la sévérité de la maladie, que ce soit la peste galénique ou d'autres, elle est difficilement démontrable par des documents comme les lettres. Les seuls témoignages dont la fiabilité est assurée sont les restes archéologiques et les données de l'archéologie biologique. Il faudrait dès lors pouvoir disposer de papyrus et de restes humains provenant du même contexte. Je vous remercie pour votre attention.